réussi, est-ce que c'est raté? C'est toujours extrêmement compliqué, voire délicat, de parler de ces situations-là. Pourquoi? Parce qu'il y a des problèmes moraux, il y a des problèmes artistiques. Et il faut bien le dire, il faut mettre les pieds dans le plat, il y a aussi des problèmes financiers. On ne fait pas ce genre d'opération si on n'a pas derrière la tête, on le voit avec Hallyday aujourd'hui, un mélange de ces trois facteurs. Alors, comment vous avez ressenti ça, Michel? Mais à la différence de Johnny Hallyday, par exemple, ou de Moran, dont Alain nous parlera peut-être, ce sont des albums qui étaient finis, qui était terminé, et ensuite l'artiste est décédé, et ensuite les albums sont parus. Le problème de l'album de Bashung ici, je vais rapidement donner mon sentiment, qui est mon sentiment par rapport à cet album-ci, c'est que c'est un album qui n'avait pas lieu d'être. Il faut savoir que les chansons qui ont été retenues pour cet album étaient en réalité des chansons que Bashung avait préenregistrées pour son dernier album, c'était Bleu Pétrole en 2008, et c'est des chansons qu'il avait décidé de ne pas garder. Mais il avait fait des maquettes, enfin, ce que font en général les artistes. Ce que font tous les artistes. Voilà. Mais ça s'entend que ce sont des maquettes, ça s'entend que les chansons ne sont pas véritablement terminées. Et dans son chant aussi, d'ailleurs. Dans son chant aussi. C'est pas qu'il est au bout de sa voix, c'est simplement qu'il ne met pas l'intensité nécessaire, parce que c'est un travail préparatoire. Donc moi, je vous avoue qu'artistiquement, écouter ça, je ne suis pas complètement convaincu. Est-ce que ça a un intérêt quand même? Alors, là où ça peut devenir intéressant. Mais, et c'est à la fois, il y a un intérêt, mais il y a un reproche que je vais faire, on va dire, à la forme. Moi, je faisais finalement un parallèle avec l'industrie du disque et du jazz, où on retrouve beaucoup d'enregistrements, où on met ce qu'on appelle des alternate takes, en mauvais français, enfin, les pistes qui n'ont pas été retenues par la production. Les restes en table. Les restes, voilà. Elles sont là, et puis ça nous permet de dire, ah ben voilà ce qu'ils ont enregistré, puis voilà finalement ce qu'ils ont gardé, comment ils ont fait leur cuisine. Mais il y a les deux versions qui sont là, d'abord, et ensuite il y a une pochette explicative qui va nous expliquer pourquoi on a décidé ci, on a décidé ça. Et je trouve intéressant d'entrer dans la cuisine d'un artiste comme Bashung, parce que c'est entrer dans la cuisine que de voir son travail préparatoire, de comprendre ce qu'il a gardé et ce qu'il n'a pas gardé. Mais je trouve qu'un album comme celui-là, ce qui ferait véritablement sens, c'est qu'on ait un double album avec Bleu Pétrole de 2008, avec ces chansons qui n'ont pas été conservées, avec une notice explicative des raisons pour lesquelles ça n'a pas été fait. Et à ce moment-là, vous livrez le tout, mais avec une explication presque musicologique de son travail. Pardon ? Vous venez de la donner. Oui, mais voilà, moi je ne suis pas un spécialiste de Bashung, et puis on n'a pas forcément le double objet. Mais je trouverais intéressant de l'avoir au niveau de la production, au niveau des anecdotes, pourquoi pas, et qu'on rentre complètement dans cette expérience. Et à ce moment-là, un album posthume, je trouve qu'il a parfaitement sa légitimité, même s'il n'a pas été fait du vivant de l'artiste. Là, moi, je reste un tout petit peu sur ma faim, parce que je me dis, on est dans un entre-deux. Les choses sont très différentes pour plusieurs raisons. D'abord parce que dans le cas d'Hallyday, il a été jusqu'au bout de ses forces pour faire un album qui était un album conçu. On aime ou on n'aime pas. C'est ça. Après, vous avez la question des chutes. C'est-à-dire effectivement des chansons qui n'ont pas été retenues. Dans le jazz, vous avez les improvisations qui quelquefois sont absolument magiques, qu'on retrouve par hasard dans des bandes, etc., qui peuvent être parfois meilleures que des choses qu'on a déjà entendues. Oui. C'est comme ça. Vous avez par exemple le problème, pour prendre un exemple précis, qui est le problème de Prince. On a retrouvé, je ne sais pas combien, 200 ou 300 chansons de Prince qu'il a enregistrées dans son truc complètement dingue à Minneapolis, etc. Donc, est-ce que c'est moral, artistique, justifié, pas justifié, de sortir ce tombereau de chansons par rapport au nombre d'albums qu'il a produits? C'est évidemment extrêmement compliqué, et entre à chaque fois là-dedans des dimensions qui sont des dimensions d'argent Alors on est bien pour les héritiers, pour régler les droits. Alors quelquefois c'est très très bon, et quelquefois c'est pas bon du tout. Concernant le disque de Bashung, il fait absolument pas polémique sur les réseaux sociaux. Il a été sorti 10 ans quand même après sa mort, et il avait lui dit qu'il voulait qu'on sorte ses titres, et il avait fait savoir à sa femme. Non, en tout cas, il y a des titres. Il avait demandé de réécouter les titres qu'il avait. Enfin, en tout cas, dans plusieurs articles, elle dit qu'il lui avait dit il y a plein de choses à sortir, il faudra s'en occuper. Donc, on n'a pas l'impression que ça a été fait contre son gré. Et si on ne les avait pas sortis, on pourrait reprocher à sa femme de les garder pour elle. Enfin, ça fait pas de mal de les sortir. En tout cas, les commentaires sont plutôt très positifs, et on dit et personne ne critique. En tout cas, personne dit tiens, elle l'a sorti. Commercialement parlant. Et pour aller dans votre sens, effectivement, vous pouvez lire l'interview qui a été accordée, non pas par son épouse ou sa veuve, Chloé Mons, mais par Edith Fambuena, qui a été la réalisatrice artistique donc d'Immortel, et elle explique toute sa démarche. Et c'est vrai qu'elles se sont posé la question éthique, artistique, comment faire pour
respecter sa mémoire. Edith Fambuena est extrêmement touchante parce qu'elle explique qu'elle avait travaillé avec lui pour Fantaisie militaire, donc elle connaissait bien Bachung. Et là, d'un coup, elle explique comment elle avait plein de questions sur comment, qu'est-ce qu'il aurait fait, qu'est-ce qu'il aurait apporté artistiquement. Est-ce que là, elle allait dans le bon sens, est-ce qu'elle n'y allait pas? Donc on sent que c'est plutôt... Enfin, peut-être après, il y a toujours, évidemment, vous avez raison, il y a toujours voilà, on veut gagner de l'argent. Des cas différents. On veut gagner de l'argent avec ce qu'on fait, mais là, on sent qu'il y avait vraiment la volonté de ces deux femmes de vraiment de respecter, de rendre hommage à Alain Bachung. Et pour des gens qui, comme moi, aiment Alain Bachung, effectivement, 10 ans après, c'est un peu un cadeau qu'il soit immortel par cet album. Le jeu de mots est facile, mais c'est vrai que c'est touchant, quoi. On a l'impression qu'il est encore là et qu'on peut encore écouter sa musique. Certains l'ont vu comme un cadeau, effectivement. Je pense que ça demeure un ouvrage quand même pour les fans, pour les purs et durs. J'entendais des commentaires, je pense à un auteur, compositeur, interprète au Québec qui s'appelle Dumas. Lui, c'est un grand fan de Bachung. Il a déjà partagé la scène dans le cadre des Francopholies à Montréal avec Bachung. Il connaît l'ensemble de son œuvre. Il ne s'attendait pas à des nouvelles chansons de Bachung. Donc, pour lui, ça a été de redécouvrir son copain. Et puis, après ça, quand on n'est pas vraiment un fan de Bachung, ben c'est sûr qu'il y a cette notion-là dont vous parliez, Guillaume, cette notion où la mort anoblit un artiste. Et on dirait que cette notion-là, noble, est difficile à voir cohabiter avec une notion pécuniaire. Donc, c'est vrai qu'il y a cette espèce de malaise-là quand on entend les chansons. On se dit, le premier mot, on se dit, mais pourquoi? Et puis, chez nous, au Québec, les gens sont très frileux par rapport à ça. Donc, le malaise est assez persistant de celles et ceux qui ne sont pas des fans purs et durs de Bachung. Alors, On y a fait allusion. Chez nous, l'exemple le plus récent, c'est l'album de Morane. Voilà. Mais il était quasiment terminé. Hein, C'est ça, pratiquement comme terminé. Et donc, elle est décédée juste avant la sortie de l'album. Dans ce cas-là, je pense qu'il faut le juger comme un autre album. C'est ça. Et considérer, en l'occurrence, que c'était un album décent sans être nécessairement son meilleur. Alors, il y a les attentes des fans. Hein. Les fans absolus, vous y avez fait allusion, eux, ils écouteraient pratiquement n'importe quoi parce que ça les rapproche de leur artiste. On sort encore aujourd'hui des albums de Jimi Hendrix, qui est mort il y a 50 ans, et il y a encore des gens qui les écoutent. L'attitude normale, me semblerait, être de juger les albums sans tenir compte du fait que ce sont des albums posthumes avec ce que ça peut charrier comme émotivité ou alors comme suspicion sur les arrière-pensées financières. Mais je pense que les choses vont évoluer dans la mesure où aujourd'hui la distribution par le streaming permet aussi, comme pour Prince, de mettre en ligne toute une série de choses sans nécessairement que ça constitue des albums, mais c'est un patrimoine qui est mis à la disposition, que l'on peut écouter de façon diverse et variée, choisir ce qui plaît ou laisser de côté ce qui plaît moins. Et je pense qu'on va vers la mise à la disposition d'une sorte d'héritage qui ne sont pas véritablement des albums, mais qui permettent quand même d'avoir accès à toute une série de choses que des artistes nous ont léguées à des degrés divers. Et je pense que dans ce cas-là, ce qui est important aussi, c'est justement d'expliquer un peu. C'est important comme Michel l'a fait au début, de savoir exactement dans quelles conditions ont été produites les chansons que l'on entend, qui les a retravaillées, pourquoi est-ce qu'on a attendu si longtemps, etc. C'est important que nous sachions ça, parce que c'est une mise en perspective qui s'impose.